L'été 1984, dans le comté de Pulaski au Kentucky, s'annonçait comme tous les autres, humide, vibrant du chant des cigales et lourd du parfum de chèvrefeuille qui flottait sur les collines. Pour la famille Mills, ce mois de juin devait marquer le moment le plus heureux de leur vie. Leur fille, Sophia, âgée de 25 ans, allait se marier dans moins de 24 heures. La ferme où elle avait grandi était emplie de fleurs, de rubans et de rires étouffés, tandis que sa mère repassait les derniers draps et que sa sœur arrangeait les centres de table. Mais à l'aube, les rires s'étaient tus. À leur place, résonnait le hurlement des sirènes le long de l'étroite route de campagne. Sophia Mills avait disparu entre 23 heures et 2 heures du matin, le 15 juin. La dernière personne à l'avoir vue était sa mère, qui avait jeté un œil dans la chambre d'amis pour lui souhaiter bonne nuit. Sophia écrivait dans son journal, sa robe de mariée suspendue près de la fenêtre, encore sous sa housse en plastique. Les clés de sa voiture et son sac à main étaient sur la table de chevet, ses chaussures près de la porte. Tout suggérait une femme se préparant pour le jour le plus important de sa vie. Mais au matin, son lit était intact, ses chaussures avaient disparu et il n'y avait aucune trace d'elle, ni dans la maison, ni dans le jardin. Son fiancé, Daniel Harris, 28 ans, fut le premier à appeler la police. Il expliqua à l'adjoint du shérif qu'il s'était disputé avec Sophia ce soir-là. Il affirma qu'elle s'était énervée et qu'elle était partie pour se calmer les idées. Mais comme elle n'était pas revenue au lever du soleil, il avait commencé à paniquer. Les agents du bureau du shérif arrivèrent vers 7h30 et entamèrent une fouille rapide du périmètre. Derrière la ferme, en direction des bois, ils trouvèrent dans la terre humide de légères empreintes qui ressemblaient à la forme de petites chaussures, mais sur une vingtaine de mètres seulement. Ensuite, le sol devenait une argile compacte et les traces s'évanouissaient. La région était rurale et vaste, entourée d'une forêt de pins, de sentiers envahis par la végétation et de la large étendue du lac Cumberland à quelques kilomètres de là. Les équipes de recherche passèrent des heures à ratisser la propriété, appelant le nom de Sophia à travers les arbres. Les voisins se joignirent à eux, parcourant les routes secondaires, inspectant les granges et les hangars abandonnés. Rien. À la tombée de la nuit, la police d'État fut appelée en renfort. Un hélicoptère balaya la zone à l'infrarouge, mais aucune signature thermique n'apparut au-delà des limites de la propriété. C'était comme si Sophia s'était simplement avancée dans la nuit pour s'y dissoudre. Dès le deuxième jour, des murmures commencèrent à se répandre dans la petite ville de Somerset. Certains disaient qu'elle avait eu une crise de panique avant le mariage, qu'elle s'était peut-être enfuie pour commencer une nouvelle vie. D'autres chuchotaient que Daniel ne disait pas tout. On l'avait vu quitter la ferme tard cette nuit-là, en direction de l'autoroute, bien qu'il insistât être rentré chez lui pour s'endormir. Son histoire ne changea pas, mais son attitude souleva des questions. Un adjoint le décrivit comme étant étrangement calme, comme un homme qui récite un texte. La famille de Sophia refusait de croire à une fugue. Elle n'était pas du genre à partir sans un mot, pas avec sa robe déjà prête, ses vœux écrits et sa grand-mère qui arrivait par avion ce matin-là. Les Mills lancèrent des appels sur les chaînes de télévision locales, brandissant des photos de Sophia souriante dans sa robe de mariée lors d'un essayage la semaine précédente. Elle était heureuse, déclara sa mère au journaliste. Elle ne serait jamais partie comme ça.
Au fil des jours, les recherches s'étendirent aux comtés voisins. Plus d'une centaine de volontaires explorèrent les lits des ruisseaux et les fossés de drainage. Des chiens furent amenés, mais la piste olfactive s'arrêtait brusquement derrière la maison, près d'une lisière de bois qui descendait vers un ruisseau asséché. Des plongeurs furent envoyés dans le lac Cumberland après qu'un pêcheur eut signalé des traces de pneus près de la rampe de mise à l'eau, mais cette piste ne mena nulle part. Pendant 2 semaines, les enquêteurs suivirent toutes les hypothèses. Était-elle montée dans une voiture avec quelqu'un? Avait-elle été enlevée? Était-elle tombée dans le lac? Rien ne collait vraiment. Le petit service de police de la ville était dépassé, et chaque rumeur était suivie d'une nouvelle impasse. Une voisine affirma avoir entendu une femme crier vers minuit, mais le son avait été couvert par le tonnerre d'un orage lointain. Une autre dit avoir vu des phares près de la lisière des arbres à la même heure, sans pouvoir identifier le véhicule. Fin juin, les recherches furent réduites. Les adjoints qualifièrent l'affaire de non concluante. Il n'y avait pas de corps, pas de preuve d'un acte criminel, juste une femme disparue et une poignée de questions sans réponse. Son nom rejoignit des dizaines d'autres dans la base de données des personnes disparues de l'État. Mais pour les habitants de Somerset, c'était différent. Tout le monde connaissait Sophia. Elle avait été catéchiste, caissière à la pharmacie locale, la fille qui saluait tout le monde en allant en ville. En un mois, les avis de recherche commencèrent à se délaver sous la pluie. L'église blanche où son mariage aurait dû avoir lieu maintint un service ce week-end-là. Mais au lieu d'une allée bordée de fleurs, elle était bordée de volontaires inclinant la tête. Le pasteur pria pour son retour en toute sécurité. Son père ne put parler. Il se contenta de fixer le premier banc où le bouquet de Sophia avait été laissé intact. À l'automne, les enquêteurs classèrent de la recherche active, promettant de la rouvrir si de nouvelles informations apparaissaient. Daniel Harris quitta le Kentucky l'année suivante pour s'installer au Tennessee. Il vendit la ferme rapidement, presque trop rapidement, selon les habitants. Certains pensaient qu'il ne pouvait tout simplement pas supporter les souvenirs. D'autres murmuraient qu'il les fuyait. Les années qui suivirent firent de l'histoire de Sophia un récit à mi-chemin entre le folklore et la tragédie. Les adolescents du lycée local se mettaient au défi de passer en voiture devant l'ancienne propriété des Mills après la tombée de la nuit, affirmant que sa lumière vacillait encore à la fenêtre de l'étage. Pour sa famille, ce n'était pas une histoire de fantôme. C'était une blessure qui ne se refermait jamais. Sa mère garda la même lumière allumée à la fenêtre chaque nuit jusqu'au jour de sa mort, convaincue que sa fille pourrait un jour franchir à nouveau cette porte. Mais elle ne revint jamais. À la fin de cet été-là, Somerset passa à autre chose. Les équipes de recherche s'arrêtèrent. Les avis de recherche furent retirés, et la famille Mills porta son deuil en silence. Quelque part, une vie s'était terminée, ou peut-être, comme tout le monde le pensait, une vie s'était simplement évaporée dans la nuit, avalée par les collines du Kentucky. Pourtant, pour les enquêteurs, il y avait toujours un détail qui clochait. Ces légères empreintes de chaussures derrière la ferme, celles qui menaient vers les bois, elles s'arrêtaient bien trop tôt. C'était comme si quelqu'un l'avait suivi et avait soigneusement effacé le reste de la piste. Dans les jours qui suivirent la disparition de Sophia, les inspecteurs commencèrent à réaliser que ce qui semblait être une romance de petite ville parfaite présentait de profondes fissures sous la surface. En apparence, Sophia et Daniel formaient un couple idéal, de jeunes amoureux construisant leur vie dans le Kentucky rural.
Mais à mesure que les enquêteurs interrogeaient la famille, les amis et les invités du mariage, un tableau différent se dessinait, un tableau défini par le contrôle, l'isolement et une peur silencieuse. La demoiselle d'honneur de Sophia, une amie de toujours nommée Caroline Whittaker, fut la première à se confier. Elle raconta aux inspecteurs que Sophia était devenue distante dans les mois précédant le mariage. Elle avait cessé d'assister à leur dîner du jeudi soir, cessé de répondre aux appels. Lorsqu'elle s'était enfin vue quelques semaines avant le grand jour, Caroline avait trouvé Sophia distraite, voire nerveuse. Elle avait admis avoir des doutes sur Daniel, disant qu'il avait commencé à se présenter à son travail sans prévenir, à fouiller dans son sac à main et à la questionner sur des appels téléphoniques qu'elle n'avait jamais passés. C'était de la possessivité déguisée en amour, dit-elle. Et Sophia avait confié qu'elle n'était plus sûre de vouloir aller jusqu'au bout. Pourtant, aux yeux de tous les autres, Daniel maintenait l'image du fiancé parfait, respectueux, poli, travailleur. Lorsque les inspecteurs l'interrogèrent sur leur relation, il nia avoir jamais été contrôlant. Il dit que Sophia était stressée et un peu émotive, la dépeignant comme instable et dépassée par la pression du mariage. Son histoire était bien rodée, livrée sur un ton de déception plutôt que de chagrin. Il affirma que leur dispute la veille de sa disparition portait simplement sur le plan de table et qu'elle était partie en trombe pour se calmer. Pourtant, les incohérences s'accumulaient. Les parents de Sophia mentionnèrent qu'elle était restée dans sa chambre d'enfant à la ferme la semaine précédant le mariage, une décision qui les avait surpris. Daniel s'attendait à ce qu'elle reste dans leur future maison, une petite location qu'ils préparaient ensemble en ville. Interrogée sur la raison de ce soudain retour, sa mère hésita. Elle dit que Sophia lui avait confié avoir besoin d'espace pour réfléchir. Une semaine après le début de l'enquête, les adjoints découvrirent quelque chose qui accentua leur malaise. En examinant les effets personnels de Sophia, un agent trouva une petite enveloppe glissée derrière sa boîte à bijoux. Elle était adressée à sa sœur à Lexington, mais n'avait jamais été postée. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite, courte, hâtive et sans signature. Elle disait « S'il arrive quelque chose, ne les laissez pas m'accuser d'être parti. » La lettre était énigmatique, mais elle changea le ton de l'affaire. Elle suggérait la peur, non pas de s'enfuir, mais d'être accusée de quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Les enquêteurs interrogèrent à nouveau Daniel, cette fois avec plus d'insistance. Ils lui demandèrent où il se trouvait entre 22 heures et 2 heures du matin. Il répéta sa déclaration. Il avait quitté la ferme après la dispute, était rentré chez lui et s'était couché directement. Mais il ne se souvenait pas de l'heure à laquelle il était arrivé, et personne ne pouvait confirmer son alibi. Lorsque les inspecteurs lui demandèrent de passer au polygraphe, il accepta immédiatement. Les résultats furent jugés non concluants. Fin juillet, l'enquête commença à perdre de son élan. La famille Mills coopéra entièrement, fournissant les relevés téléphoniques, les journaux de Sophia et même de vieilles lettres échangées entre elle et Daniel. Mais rien de tout cela ne constituait une preuve directe. Le problème était simple. Pas de corps, pas de crime. Le bureau du shérif avait d'autres affaires, et dans le Kentucky rural des années 1980, les disparitions de femmes adultes étaient souvent classées comme volontaires, à moins qu'un corps ne soit retrouvé. Le récit officiel changea. Les titres des journaux cessèrent de parler d'enlèvement et commencèrent à parler de mystère. Une femme qui s'évanouit la veille de son mariage. Certains prétendaient
qu'elle n'avait pas supporté la pression. D'autres murmuraient qu'elle était enceinte et s'était enfuie. Pour le public, l'histoire devint un sujet de débat dans les cafés et les salons de coiffure. Mais pour la famille, c'était une agonie qui s'intensifiait chaque jour. Le père de Sofia devint silencieux après la 3e semaine, s'asseyant souvent sur le porche, face au champ où les recherches avaient commencé. Sa mère ne pouvait se résoudre à déplacer les affaires de Sofia. La robe resta suspendue sous sa housse en plastique, jaunissant lentement avec le temps. L'église avait toujours son nom inscrit pour la cérémonie du 16 juin, un détail que sa mère ne les laissa jamais effacer. Chaque dimanche, elle déposait des fleurs près de l'autel, murmurant les mêmes mots au pasteur. Si jamais elle revient, nous serons prêts. L'enquête s'essouffla au cours des mois d'août et de septembre. Les équipes de recherche furent réduites. Le dossier passa entre les mains de plusieurs inspecteurs qui disaient tous la même chose. Sans corps, il n'y avait rien de plus à faire. À l'automne, Daniel vendit la ferme qu'il devait partager avec Sophia. Les voisins se souvinrent de la rapidité avec laquelle cela s'était produit, à peine 6 semaines après la disparition. Il n'assista pas à la dernière battue des volontaires, n'aida pas à emballer les affaires des Mills lorsqu'ils quittèrent finalement la propriété, et en quelques mois, il avait déménagé au Tennessee. Le shérif de l'époque décrivit le classement de l'affaire active comme l'une des décisions les plus difficiles qu'il ait jamais prises. On ne veut pas abandonner, dit-il dans une interview ultérieure, mais au bout d'un moment, il faut accepter que l'on court après des ombres. La boîte contenant le dossier de Sophia Mills, photographies, lettres, échantillons de sol du jardin, fut scellée et rangée dans une armoire de la salle des preuves du comté de Pulaski. Elle y resterait intacte pendant des décennies. Les années passèrent et la vie continua pour tout le monde, sauf pour la famille de Sophia. Son père décéda en 1996 sans avoir obtenu de réponse. Sa mère, Margaret, devint une figure discrète de la communauté de Somerset, une silhouette familière que l'on voyait souvent au crépuscule, debout près de la fenêtre de son petit appartement, la lumière allumée derrière elle. Les voisins disaient qu'elle n'avait jamais cessé de croire que sa fille rentrerait à la maison. Chaque Noël, elle plaçait un cadeau sous le sapin avec le nom de Sophia. Chaque soir avant de se coucher, elle laissait cette même lampe allumée. Quand on lui demandait pourquoi, elle répondait simplement « parce qu'elle essaie peut-être de retrouver son chemin ». Avec le temps, l'histoire de Sophia s'effaça de la mémoire publique. De nouvelles familles emménagèrent dans la ferme, ignorant ce qui s'y était passé. La jeune génération ne la connaissait que comme l'endroit où la mariée avait disparu. Pour les enquêteurs qui étaient encore là, c'était un souvenir douloureux, une affaire sans conclusion, sans scène de crime et sans justice. Puis, en 2002, Margaret Mills s'éteignit dans son sommeil à l'âge de 72 ans. Lorsque les voisins entrèrent chez elle pour aider à trier ses affaires, ils trouvèrent cette même lumière de fenêtre encore allumée. Sur sa table de chevet se trouvait une photographie délavée, Sophia dans sa robe de mariée, lors d'un essayage, souriant timidement à l'appareil. Pour la plupart, c'était la fin d'une tragédie depuis longtemps oubliée. Mais pour ceux qui se souvenaient de l'affaire, un malaise silencieux persistait. Pourquoi Sophia avait-elle écrit cette lettre? De quoi avait-elle peur? Et pourquoi l'homme qu'elle devait épouser avait-il disparu de la ville si rapidement, ne laissant derrière lui que des rumeurs et le silence? La vérité était encore enterrée, littéralement, et elle le resterait pendant 35 ans.
Mais le temps a une façon de délier les secrets, et durant l'hiver 2019, une tempête allait accomplir ce que des décennies de recherche n'avaient pu faire. Elle allait enfin ramener Sofia à la maison. Au début des années 1990, l'affaire Sophia Mills était devenue une ombre silencieuse dans les couloirs du bureau du shérif du comté de Pulaski. C'était l'un de ces dossiers transmis d'un shérif à l'autre, chacun promettant d'y jeter un nouveau regard, mais sans jamais rien trouver de neuf. La fine chemise en carton, portant simplement la mention Mills Sophia 1984, était coincée entre des rapports de cambriolage et des affaires de personnes disparues depuis longtemps oubliées. Les bords étaient usés par le temps, l'encre des dépositions originales s'estompant en un bleu pâle. Le temps avait fait ce que les preuves n'avaient jamais pu faire. Il avait enseveli son histoire sous le poids de la routine. Pourtant, de temps en temps, quelqu'un affirmait l'avoir vu. En 1991, une serveuse de Lexington déclara à un policier d'État qu'une femme correspondant à la description de Sophia était entrée dans son restaurant tard un soir. Même taille, même voix douce et un léger accent du Kentucky. Elle avait commandé un café noir, payé en espèces et était partie avant que quiconque puisse lui demander son nom. Lorsque les enquêteurs montrèrent une photo à la serveuse, elle hésita avant d'acquiescer. Ça pourrait être elle, dit-elle. Mais la vidéo de surveillance était trop granuleuse pour le confirmer, et la piste s'évanouit en quelques jours. 2 ans plus tard, une vagabonde en Géorgie fut arrêtée pour violation de propriété. Lorsqu'on lui demanda ses papiers, elle donna le nom de Sophia Mills. L'agent qui l'arrêta lança une recherche dans la base de données nationale, déclenchant une alerte sur le dossier de la personne disparue. Les enquêteurs se rendirent sur place, pleins d'espoir pour la première fois en près d'une décennie. Mais la femme était plus jeune, ses empreintes digitales ne correspondaient pas, et l'utilisation du nom s'avéra être une coïncidence. Une autre fausse piste ajoutée au dossier. Puis vint l'affaire de l'inconnu du Missouri en 1996. Un corps retrouvé près d'une aire de repos boisée présentait une ressemblance frappante avec Sophia. Pendant des semaines, la famille Mills attendit la comparaison des dossiers dentaires. Lorsque les résultats revinrent négatifs, la brève étincelle d'espoir s'éteignit à nouveau dans le silence. À la fin des années 1990, même les habitants qui prononçaient autrefois son nom commencèrent à l'oublier. Mais il y avait un détail qui n'avait jamais semblé normal à quiconque se souvenait de l'affaire. La rapidité avec laquelle Daniel Harris avait tourné la page. Il s'était remarié seulement 2 ans après la disparition de Sophia, cette fois avec une femme de Nashville. Les gens en chuchotaient à l'épicerie et sur le parking de l'église, mais personne ne le lui disait jamais en face. Il vivait tranquillement, élevant 2 enfants, travaillant dans la construction et maintenant une réputation impeccable. Pourtant, chaque fois que le sujet était abordé, quelqu'un baissait toujours la voix avant de dire « Vous savez, la première fiancée de cet homme a disparu. » Dans les petites villes, les souvenirs ne meurent pas. Ils se transforment simplement en murmures. Et en 2004, ces murmures prirent feu à nouveau lorsqu'un adjoint à la retraite nommé Frank Daly rompit le silence. Il avait participé aux recherches initiales en 1984 et affirmait se souvenir de quelque chose qui n'avait jamais été inclus dans le rapport officiel. Lors d'une interview radio locale sur des affaires non résolues, Daly mentionna qu'il avait personnellement trouvé les chaussures de mariage de Sophia, boueuses,
enterrée sous une bûche près d'un fossé de drainage à moins d'1 kilomètre de la ferme des Mills. Les auditeurs furent stupéfaits. Pendant des années, le bureau du shérif avait maintenu qu'aucun effet personnel n'avait jamais été trouvé à l'extérieur de la maison. Daly dit qu'il avait étiqueté la preuve, consigné la découverte et l'avait soumise à son supérieur de l'époque. Mais lorsqu'il avait demandé le dossier des années plus tard, l'étiquette et la description de l'objet avaient disparu. Il n'y avait aucune trace de l'existence de ces chaussures. La révélation se propagea comme une traînée de poudre. Le journal local publia un court article le lendemain. Un ancien adjoint affirme que des preuves clés manquent dans la disparition de 1984. C'en était assez pour raviver les vieux soupçons. Les gens recommencèrent à parler des incohérences, de la vente précipitée de la propriété, du manque de suivi. Les rumeurs se transformèrent en théories. Certains prétendaient que le shérif de l'époque était un ami proche de la famille de Daniel. D'autres soulignaient que le cousin de Daniel travaillait au bureau du greffier du comté, le même service responsable de la gestion des preuves et de l'archivage des rapports d'enquête. Pour la première fois en 20 ans, l'affaire Mills était de retour dans les conversations. Les animateurs de radio spéculèrent à l'antenne sur une éventuelle dissimulation. Des anciens se souvenaient avoir vu des voitures de patrouille près de la propriété des Mills des nuits qui n'avaient jamais été officiellement consignées. Un auditeur affirma qu'une rumeur circulait selon laquelle un officier avait reçu l'ordre de perdre l'étiquette de la preuve pour protéger quelqu'un. Rien de tout cela n'était prouvable, mais dans une ville comme Somerset, la vérité n'avait pas besoin de preuves. Il suffisait qu'elle y ressemble suffisamment. Malgré le bruit, le bureau du shérif publia une seule déclaration. Nous sommes conscients des commentaires faits par un adjoint à la retraite concernant l'affaire Sophia Mills. À l'heure actuelle, il n'y a aucune nouvelle preuve justifiant la réouverture de l'enquête. Oh, nowhere. Derrière cette simple phrase se cachait le même vieux problème. Pas de corps, pas de crime. Une paire de chaussures manquantes, même si elles avaient existé, ne prouvait pas ce qui s'était passé. Pourtant, cela dérangeait les gens. L'image des chaussures boueuses d'une mariée, abandonnée dans les bois, touchait quelque chose de plus profond qu'une simple preuve. C'était symbolique, comme la dernière trace de quelqu'un effacé de sa propre histoire. Même les nouveaux voisins de Daniel au Tennessee commencèrent à poser des questions discrètes. Il ne mentionnait jamais son passé, et lorsque des journalistes se présentèrent brièvement à sa porte après la diffusion de l'émission de radio, il referma la porte sans un mot. À cette époque, la plupart des enquêteurs originaux avaient pris leur retraite ou étaient décédés. La nouvelle génération d'adjoints ne connaissait l'affaire que comme un mystère non résolu mentionné lors de leur formation. Une légende locale, le genre d'histoire qu'on raconte aux nouvelles recrues pour leur rappeler que certains dossiers ne se referment jamais. Ils s'estompent, c'est tout. Au cours de la décennie suivante, les murmures s'apaisèrent à nouveau. La tempête de spéculation de 2004 retomba aussi vite qu'elle s'était levée. La ferme des Mills fut démolie en 2007, le terrain vendu à une compagnie forestière et les secrets que le sol aurait pu contenir furent enfouis sous une nouvelle végétation. En 2010, le nom de Sophia n'existait plus que dans la mémoire et le mythe. Les lycéens qui avaient grandi en entendant leurs parents mentionner la mariée disparue commencèrent à utiliser son histoire pour se faire peur les nuits d'orage. Ils se rendaient en voiture près des anciennes limites de la propriété et se mettaient au défi d'entrer dans les bois où on l'avait vue pour la dernière fois.
Certains juraient entendre de faibles pleurs près du fossé ou voir une lueur blanche au plus profond des arbres. La plupart des gens en riaient, mais pas tous. Dans les petites villes, la superstition comble les vides laissés par l'absence de preuves. Pour la famille Mills, l'histoire s'était depuis longtemps muée en silence. Il n'y avait plus d'anniversaires, plus de veillées, plus de nouveaux appels à témoins. Tous ceux qui avaient aimé Sophia étaient partis. Ne restait qu'une question sans réponse, suspendue dans le temps depuis 3 décennies et demie. Une question enfouie quelque part dans la boue, les dossiers ou les mensonges. L'affaire était officiellement classée, mais pas oubliée. Car dans le Kentucky, les vieilles histoires ont une façon de refaire surface quand la Terre décide de bouger. Et en 2019, c'est exactement ce qui s'est produit. Une tempête brutale allait frapper le comté de Pulaski, faisant déborder les ruisseaux, déchirant le sol et forçant le passé à revoir la lumière du jour. Et cette fois, la vérité qui émergerait ne laisserait plus aucune place aux rumeurs. Chaque affaire que nous traitons ici demande des semaines de recherche, de vérification des faits et de reconstitution de vies réelles qui ont été perdues. Nous le faisons parce que ces histoires comptent. Quelque part, quelqu'un mérite encore que l'on se souvienne de lui. Si vous voulez que nous continuions à dévoiler la vérité, merci de liker, de vous abonner et de nous dire en commentaire quelle partie de l'affaire d'aujourd'hui vous a le plus marqué. Pour plus de cold cases mystérieux résolus, consultez le lien dans la description. Maintenant, revenons à l'affaire. En février 2019, le comté de Pulaski, dans le Kentucky, fut frappé par l'une des pires tempêtes que la région ait connue depuis des décennies. Des rideaux de pluie s'abattirent sans relâche pendant près de 48 heures, noyant les plaines et submergeant les routes secondaires sinueuses qui traversaient les anciennes terres agricoles. Les flancs des collines cédèrent sous le poids de l'eau. Les ruisseaux se transformèrent en torrents violents et les fossés de drainage débordèrent, ramenant à la surface des années de débris oubliés. Pour la plupart des gens, ce fut une catastrophe qui endommagea des granges, déracina des arbres et inonda des caves. Mais pour une petite parcelle de terre juste à l'extérieur de Somerset, la propriété qui appartenait autrefois à la famille Mills, la tempête fit tout autre chose. Elle déterra la vérité. 3 jours après la fin des pluies, des équipes de maintenance du comté furent envoyées pour réparer un talus effondré le long d'une route de service envahie par la végétation, près de ce qui était autrefois la limite de la propriété des Mills. La zone n'avait pas été touchée depuis des années, n'étant qu'une colline en pente d'argile dense, d'herbes sauvages et de vieilles racines. Les ouvriers commencèrent à déblayer les branches et à pelleter la boue quand l'un d'eux remarqua une petite tache de couleur pâle mélangée à la terre. Au début, cela ressemblait à du tissu, d'un blanc cassé, peut-être un morceau de vieille bâche ou de rideau. Mais en écartant l'argile avec ses gants, l'ouvrier réalisa que ce n'était pas un tissu de chantier. C'était quelque chose de plus fin, de plus doux, le genre de tissu qu'on ne voyait plus beaucoup. Il appela un autre collègue et ensemble, ils déterrèrent une section assez grande pour voir qu'il s'agissait de dentelle, vieillie, emmêlée dans les racines d'un cèdre. Lorsqu'ils tirèrent doucement dessus, quelque chose de solide bougea en dessous. D'abord, ils pensèrent à une grosse pierre incrustée dans la boue. Puis ils virent la courbe unmistakable d'un os. Au moment où les shérifs arrivèrent, la pluie avait repris, une bruine légère tombant sur le flanc de colline exposé. Les officiers bouclèrent de la zone
éclairant de leurs lampes de poche la terre remuée. Ce qu'ils y virent allait tout changer. Enveloppés dans des fragments de dentelle déchirés et décolorés, se trouvaient des restes squelettiques, petits, délicats et sans aucun doute humains. Le sol les avait préservés dans une sorte de tombe naturelle pendant 35 ans. La police d'État arriva en quelques heures. Le site fut immédiatement sécurisé et classé comme scène de crime potentiel. Les enquêteurs travaillèrent avec précaution, retirant couche après couche de terre tassée, documentant chaque objet qui faisait surface. Parmi les fragments se trouvaient les restes de ce qui semblait être une robe, une fine dentelle qui avait jauni avec le temps. Les experts de la police scientifique collectèrent chaque pièce, la plaçant dans des sacs de preuves marqués Site 4B, comté de Pulaski. Puis, l'un d'eux trouva quelque chose logé juste sous la cage thoracique. Un petit médaillon sur une chaîne rouillée, à moitié écrasé par les années passées sous terre. Le médaillon était en plaqué or, sa surface ternie mais intacte. Lorsqu'ils nettoyèrent la saleté, une inscription apparut, faible mais lisible. SM, 16 juin 1984. Les initiales et la date correspondaient à celles gravées dans le rapport de personnes disparues de 1954, le jour du mariage de Sophia Mills. La nouvelle se répandit dans Somerset avant même que le laboratoire d'État ne reçoive les restes. Les gens n'attendirent pas la confirmation. Ils savaient déjà. Pendant des années, des rumeurs avaient circulé, disant qu'elle était toujours là, enterrée quelque part près de la ferme où on l'avait vue pour la dernière fois. Maintenant, après des décennies de tempêtes, d'inondations et de souvenirs oubliés, la terre elle-même avait livré une réponse. En 48 heures, la police d'État du Kentucky confirma ce que les habitants soupçonnaient déjà. L'analyse préliminaire suggérait que les restes étaient ceux d'une femme, correspondant à l'âge et à la stature de Sophia au moment de sa disparition. Les tests ADN prendraient des semaines. Mais les enquêteurs n'eurent pas besoin d'attendre la science pour comprendre ce qu'ils avaient sous les yeux. Un détective admit plus tard, « On le sentait. Dès qu'on a vu cette dentelle, on a su. » Pendant des jours, le site fut traité comme un sol sacré. De vieux voisins se rassemblèrent silencieusement au bord de la route, tandis que le fourgon du médecin légiste emportait les restes. Certains pleuraient, d'autres priaient. Un homme âgé, qui avait fait partie de l'équipe de recherche initiale en 1944, se tenait sous la pluie et dit doucement « Nous sommes passés juste à côté d'elle. » Les ossements furent transportés au laboratoire de médecine légale de l'État à Francfort. Les techniciens commencèrent le processus minutieux de reconstitution de ce qu'ils pouvaient. Des échantillons de sol furent prélevés pour estimer les conditions d'enfouissement, l'activité des insectes et la date de déposition. Chaque fibre de dentelle fut cataloguée, chaque fragment nettoyé et préservé. Le rapport préliminaire estimait que le corps avait été enterré à environ 200 mètres de la ferme des Mills sur un terrain privé qui, en 1944, était couvert de broussailles épaisses et d'herbes sauvages. Les enquêteurs notèrent l'emplacement des restes. Une tombe peu profonde, hâtive, cohérente avec un enterrement fait dans la panique, et non avec soin. Il y avait des signes que la tombe avait été légèrement plus profonde, mais des décennies d'érosion l'avaient lentement ramenée vers la surface. La tempête avait simplement achevé ce que le temps avait déjà commencé. La communauté de Somerset était sous le choc. Pendant 35 ans,
la disparition de Sophia Mills avait oscillé entre le mythe et le souvenir. Une histoire que les parents racontaient pour avertir leurs enfants de ne pas faire confiance trop facilement, de ne pas marcher seul la nuit. Mais maintenant, c'était redevenu réel. Les chaînes de télévision locales rediffusèrent des images d'archives de 1944 montrant la photo de fiançailles souriante de Sophia. Pour ceux qui avaient vécu cette époque, les souvenirs affluèrent. Les avis de recherche, les chiens pisteurs, les bancs vides à l'église. En une semaine, les résultats ADN arrivèrent. Les restes correspondaient à 89,98% à Margaret et au défunt Robert Mills, les parents de Sophia. Après 35 ans, la mariée disparue avait enfin été retrouvée. La révélation secoua le comté. Les églises organisèrent des veillées. Le journal local titra « Les restes retrouvés après 35 ans confirmés comme étant ceux de la mariée disparue. » D'anciens shérifs, depuis longtemps à la retraite, se manifestèrent, exprimant leurs regrets. L'un d'eux admit qu'il avait toujours cru qu'elle était enterrée près de chez elle. « On ne déplace pas un corps bien loin quand on a peur, » dit-il. En examinant les nouvelles preuves, les enquêteurs réalisèrent qu'il ne s'agissait ni d'un accident ni d'une fugue. Les fragments de dentelle, la tombe peu profonde, le médaillon brisé, tout indiquait un acte violent et une tentative de le dissimuler. L'analyse médico-légale confirma un traumatisme au crâne, compatible avec un impact par objet contondant. Soudain, tout ce qui n'était que rumeur s'était transformé en fait. La tempête avait révélé ce que des mains humaines avaient caché. Au cours des semaines suivantes, la police se replongea dans l'ancien dossier de l'affaire. Ils rouvrirent chaque interrogatoire, réexaminèrent chaque preuve enregistrée en 1944. Maintenant qu'ils avaient les restes de Sophia, tout ce qui avait été autrefois rejeté comme circonstanciel devenait pertinent. Ils retracèrent les registres de propriété de l'ancienne ferme des Mills et découvrirent que le site de l'enterrement n'était alors accessible que par un étroit chemin de service. Un chemin que Daniel Harris utilisait régulièrement lorsqu'il se rendait sur la propriété pendant la construction de la maison qu'il prévoyait de partager avec Sophia. Lorsque les enquêteurs présentèrent l'affaire au bureau du procureur du Commonwealth, ils furent clairs. Ce n'était plus un dossier de disparition, c'était un homicide. Mais la réaction la plus troublante ne vint peut-être pas des autorités, mais des gens qui avaient vécu dans l'ombre de cette histoire pendant des décennies. Pour certains, la découverte fut une étrange forme de soulagement, le chapitre final d'une histoire qui avait hanté le comté pendant près de 4 décennies. Pour d'autres, elle rouvrit des blessures avec lesquelles ils avaient appris à vivre. Les gens qui avaient grandi en entendant parler de Sophia voyaient maintenant la vérité mise à nu, non plus un mythe, mais des os et de la dentelle. La découverte fit la une des journaux locaux à travers l'État. Et même les médias nationaux reprirent brièvement l'histoire de la mariée retrouvée 35 ans plus tard. Les journalistes décrivirent la tempête comme l'acte qui a déterré le passé. Pour les détectives sur l'affaire, cependant, la véritable tempête ne faisait que commencer, car au moment où les restes de Sophia furent confirmés, tous les regards se tournèrent à nouveau vers l'homme qui se tenait autrefois à ses côtés devant l'autel, Daniel Harris. Lorsque le rapport médico-légal du laboratoire d'État arriva début mars 2019, il mit fin à 35 ans de rumeurs pour les remplacer par quelque chose de bien plus lourd, des faits.
Les restes trouvés sur l'ancienne propriété des Mills appartenaient à Sophia, et les preuves entourant son enterrement racontaient une histoire qu'elle ne pouvait plus dire. Ses os portaient des signes évidents de traumatisme. Les anthropologues judiciaires confirmèrent une fracture à l'arrière du crâne, nette, décisive et compatible avec un impact par objet contondant. La blessure n'était pas accidentelle. Ce n'était pas le résultat d'une chute ou d'une glissade dans les bois. C'était un acte délibéré, un coup qui l'aurait rendue inconsciente ou pire, avant que son corps ne soit enterré. La terre compactée autour des restes fut analysée et datée de mi-1984. Elle était morte la nuit même de sa disparition. La position du squelette en dit encore plus aux enquêteurs. La tombe était peu profonde, creusée dans un ravin naturel qui se déversait dans le ruisseau voisin après de fortes pluies. Elle avait été placée à la hâte, son corps légèrement recroquevillé sur le côté, les fragments de dentelle de sa robe emmêlés autour de ses poignets et de ses épaules. Quiconque l'avait enterrée n'était pas allé loin. En fait, la tombe se trouvait à moins de 200 mètres du jardin des Mills, assez près pour que, si quelqu'un s'était aventuré assez loin dans les broussailles cette semaine-là, il aurait pu la trouver. Mais personne ne l'a fait. Pendant 35 ans, le sol avait gardé son secret, intact jusqu'à ce que la tempête ne le déchire. Avec la confirmation que la disparition de Sophia n'était plus un mystère mais un homicide, la police d'État du Kentucky forma un nouveau groupe de travail pour réexaminer chaque détail du dossier de 1944. Ils passèrent au crible les anciens rapports, réexaminèrent les dépositions originales des témoins et retestèrent les preuves matérielles avec les outils médico-légaux modernes qui n'existaient pas à l'époque. Dans un casier à preuves, scellé dans une boîte en carton marquée propriété Mills, ils trouvèrent la clé d'un nouveau chapitre de l'affaire. La housse de siège de la voiture de Sophia. Elle avait été enregistrée lors de la recherche initiale, mais jamais entièrement testée, seulement photographiée et stockée. En 1984, la technologie pour détecter des traces de sang sous le tissu était limitée. Maintenant, avec le luminol et l'amplification avancée de l'ADN, les enquêteurs pouvaient voir ce que l'œil nu n'avait jamais vu. Sous une lumière ultraviolette, de légères taches se mirent à briller sous le tissu du siège conducteur. Ce n'était pas grand-chose, de petites éclaboussures et gouttelettes qui semblaient presque accidentelles, mais les tests chimiques confirmèrent qu'il s'agissait de sang humain. Lorsque les résultats ADN revinrent, le profil ne correspondait pas à celui de Sophia. Il correspondait à celui de Daniel Harris. Cette découverte changea tout. Le nouvel enquêteur principal, le détective Aaron Callahan, décrivit plus tard ce moment dans une interview. Nous l'avions toujours soupçonné, mais c'était la première preuve matérielle qui le liait à la voiture et à ses derniers moments de vie. La police localisa discrètement Daniel à son domicile de Cookeville, dans le Tennessee. Il avait 61 ans, était remarié, avec des enfants adultes. Pour ses voisins, c'était un homme poli, à la voix douce, qui tondait sa pelouse tous les samedis et ne causait jamais de problème. Mais lorsque les détectives arrivèrent avec un mandat, ils dirent que son attitude calme changea à la seconde où il comprit pourquoi ils étaient là. Ils remarquèrent que ses mains tremblaient légèrement, alors qu'il s'asseyait à sa table de cuisine. Pendant des heures, il nia tout. Il dit qu'il avait aidé la police à chercher en 1984, qu'il avait fait des dépositions, passé des polygraphes, fait tout ce qu'on lui demandait. Il dit que le sang dans la voiture devait provenir d'un saignement de nez ou d'une coupure, quelque chose d'insignifiant, de vieux. Mais les enquêteurs insistèrent. Ils lui montrèrent les photos de l'autopsie,
le médaillon brisé, le site de la tombe à moins de 200 mètres de la maison de sa famille. Le silence dura près de 20 minutes avant que Daniel ne parle à nouveau. Il leur raconta que la veille du mariage, ils s'étaient disputés. Sophia avait dit qu'elle voulait reporter la cérémonie, qu'elle n'était pas sûre de pouvoir aller jusqu'au bout. Il affirma que la dispute avait rapidement dégénéré. Il l'avait accusé de l'humilier devant leur famille, de le faire passer pour un imbécile. Elle avait essayé de quitter la ferme pour se changer les idées. Il l'avait suivie. Selon ses aveux, il lui attrapa le bras alors qu'elle descendait du porche. Elle se dégagea, glissa sur l'herbe mouillée et lui cria de la lâcher. Il dit qu'il la poussa une fois, assez fort pour qu'elle tombe. Quand elle toucha le sol, elle ne bougea plus. Selon ses propres mots, c'était juste pour lui faire peur. Paniqué, Daniel affirma avoir traîné son corps derrière la maison, espérant toujours qu'elle se réveillerait. Comme elle ne le faisait pas, il l'enveloppa dans une partie de sa robe et la transporta vers le lit du ruisseau derrière la propriété des Mills, creusant dans la terre meuble jusqu'à ce qu'il puisse la cacher. Il dit qu'il l'enterra avant le lever du soleil, puis rentra chez lui et nettoya la terre de ses vêtements. Le matin venu, il appela la police et la déclara disparue, disant qu'elle était partie après une dispute. Dans l'enregistrement de l'interrogatoire, la voix de Daniel ne se brisa jamais. Il ne pleura pas. Il ne demanda même pas ce qui allait lui arriver. Le maximum qu'il offrit fut une seule phrase à la fin de ses aveux. Je comptais dire la vérité un jour. Lorsque les détectives réécoutèrent la bande plus tard, le plus glaçant n'était pas son admission. C'était le calme avec lequel il le disait. Le bureau du procureur de district confirma que les preuves matérielles, l'ADN dans la voiture, la proximité de l'enterrement et ses propres aveux suffisaient pour engager des poursuites. L'affaire qui avait hanté le comté de Pulaski pendant plus de 3 décennies était maintenant officiellement classée comme un homicide résolu. La nouvelle provoqua une onde de choc dans la communauté. Certains ressentirent du soulagement, d'autres du dégoût à l'idée qu'il avait vécu libre toutes ces années, élevant une famille, allant à l'église, serrant des mains à l'épicerie, pendant que la femme qu'il avait tuée gisait enterrée derrière la maison de son enfance. Pour les quelques parents survivants de la famille Mills, cette conclusion était douce amère. La sœur cadette de Sophia, qui avait depuis longtemps quitté l'État, retourna dans le Kentucky pour assister à l'audience. Les journalistes notèrent qu'elle ne regarda pas Daniel une seule fois pendant la procédure. Interrogée plus tard sur ce qu'elle ressentait, elle dit « Il lui a pris la vie, et puis, il a simplement continué à vivre la sienne. » Au printemps 2020, l'histoire qui avait hanté le comté de Pulaski pendant 3 décennies et demie arriva enfin devant un tribunal. Daniel Harris, autrefois l'homme que tout le monde à Somerset croyait brisé par la disparition de sa fiancée, se tenait maintenant accusé d'avoir causé sa mort. L'audience fut calme, suivie seulement par quelques journalistes et une poignée de personnes qui se souvenaient encore de l'affaire. Il n'y eut pas de crise de colère, pas de scène dramatique, juste la reconnaissance lente et solennelle d'une vérité qui avait attendu 35 ans pour faire surface. Les procureurs avaient suffisamment de preuves pour poursuivre une accusation de meurtre. Mais en raison du temps écoulé et parce que les aveux de Daniel décrivaient un acte commis sous le coup de la colère plutôt que prémédité, l'accord de plaidoyer s'arrêta sur un homicide involontaire au 2e degré. Lorsque le juge lut l'accusation, Daniel réagit à peine. Il ne leva pas les yeux.
son avocat parla pour lui, expliquant que son client accepte la responsabilité de ses actes et souhaite que la famille puisse enfin tourner la page. C'étaient les mêmes mots que les gens dans cette salle d'audience avaient entendus dans d'innombrables affaires auparavant. Mais celle-ci portait un poids qu'ils ne pouvaient ignorer. La sœur cadette de Sophia, Claire, était la seule survivante de la famille Mills. Elle était venue de Caroline du Nord pour assister à la condamnation. Le temps avait creusé ses propres rides sur son visage. Mais lorsqu'elle s'avança à la barre, tenant le même médaillon qui avait été trouvé enterré à côté des restes de Sophia, elle ressemblait étrangement à sa sœur. Sa voix tremblait, mais ne se brisa jamais. Elle raconta au tribunal que ses parents étaient morts sans jamais savoir ce qui s'était passé. Elle parla de la robe de mariée qui était restée suspendue dans une housse en plastique pendant des années, de la chaise vide à chaque réunion de famille, de la façon dont sa mère laissait la lumière de la fenêtre allumée bien après que l'espoir aurait dû s'éteindre. Et puis, après une longue pause, elle dit quelque chose qui fit taire la salle d'audience. La tempête qui nous a pris notre électricité, dit-elle, nous a aussi donné la vérité. Daniel Harris fut condamné à 25 ans de prison. Alors qu'on l'emmenait, quelques personnes dans la galerie dirent qu'il ne se retourna pas une seule fois, ni vers Claire, ni vers les journalistes, ni vers les photos de Sophia exposées sur la table du procureur. Un shérif adjoint déclara plus tard qu'il semblait presque soulagé, comme un homme qui n'avait plus aucun moyen de se cacher. Dehors, l'air était calme et gris. La pluie avait recommencé à tomber, légère mais constante, comme tant de fois dans cette histoire. Pour ceux qui avaient attendu des décennies pour obtenir des réponses, il n'y avait pas de sentiment de célébration, seulement le calme apaisement qui vient lorsque la vérité cesse enfin de fuir. L'affaire de la mariée disparue de Somerset était officiellement close, mais ses échos s'étendaient bien au-delà de cette salle d'audience. La paix était enfin revenue. Les questions sans réponse avaient finalement été mises au repos aux côtés de la femme qui avait été perdue pendant 35 ans, pour ne revenir qu'à la faveur de la plus improbable des tempêtes. La vieille ferme des Mills avait disparu depuis des années, démolie à la fin des années 2000 lorsque le terrain fut vendu. À sa place, il ne restait qu'une petite parcelle d'herbe, bordée par une clôture brisée et quelques fleurs sauvages qui semblaient repousser, peu importe la fréquence à laquelle la propriété était défrichée. Les habitants racontent qu'un volontaire a placé une simple croix blanche près de l'ancienne allée après la découverte en 2019. Elle ne porte aucune inscription, juste une seule date, le 16 juin 1984, le jour où Sophia aurait dû se marier. Les gens s'y arrêtent encore parfois. Certains apportent des fleurs, d'autres restent simplement en silence quelques instants avant de repartir. Il n'est pas rare que quelqu'un y laisse un petit souvenir, un ruban, un morceau de dentelle, un mot écrit à la main. Un après-midi, un agent d'entretien du comté a dit avoir vu une figurine de mariée au pied de la croix, sa robe usée et pâlie par le temps. Personne ne l'a jamais réclamée. À Somerset, l'histoire de Sophia Mills est devenue plus qu'une simple affaire classée. C'est devenu une sorte de légende locale, mais une légende ancrée dans quelque chose de profondément humain. L'idée que la vérité ne disparaît pas, elle attend simplement son heure. Les gens parlent encore de la tempête de février qui a ravagé le comté cette année-là.
Ils se souviennent comment elle a inondé les routes secondaires, emporté des pans entiers de collines et détruit des propriétés dans toute la région. Mais quand ils en parlent aujourd'hui, il y a toujours une sorte de révérence silencieuse dans leur voix. C'est comme si cette tempête avait charrié quelque chose de plus que la pluie, quelque chose qui a finalement forcé le passé à refaire surface. Dans des entretiens menés pour la rétrospective de l'affaire, quelques-uns des shérifs adjoints de 1984 ont admis qu'ils n'auraient jamais pensé voir le jour où Sophia serait retrouvée. L'un d'eux a confié que chaque fois qu'un violent orage traversait la région, il se demandait si ce ne serait pas celui qui la ramènerait. C'est inexplicable, a-t-il dit doucement. Parfois, c'est la Terre qui décide quand elle est prête à révéler ses secrets. Le palais de justice du comté de Pulaski conserve dans ses archives une petite copie encadrée de l'avis de recherche original. Une jeune femme aux cheveux bruns, au regard doux et au demi-sourire, sa photo aujourd'hui délavée par des décennies de manipulation. À côté, une note rédigée par le shérif actuel indique « Affaire résolue en 2019, jamais oubliée ». Pour les gens qui ont vécu cette histoire, l'affaire Sophia a changé quelque chose de fondamental dans leur conception de la justice. Ce ne fut ni rapide ni simple. Il a fallu près d'une vie, un millier de questions sans réponse et une tempête brutale pour enfin la ramener chez elle. La séquence finale du documentaire s'attarde sur les quelques photographies qui subsistent. Sophia, lors de l'essayage de sa robe, se tournant légèrement vers l'appareil avec un sourire timide. Une autre, prise lors d'un pique-nique en famille, la lumière du soleil sur son visage, inconsciente de la tragédie qui l'attendait juste au-delà de l'horizon. Ce sont ces images que les gens retiennent, les moments justes avant que tout ne bascule. Au final, l'histoire de Sophia n'est pas une histoire de fantôme, de destin ou de vengeance. C'est une histoire sur la persistance silencieuse de la vérité, celle qui reste enfouie jusqu'à ce que le monde bouge juste assez pour la mettre à nu. Et dans le comté de Pulaski, au Kentucky, on dit encore que certaines nuits, quand la pluie tombe forte et régulière, on peut l'entendre sur le lit de l'ancien ruisseau, frappant cette même terre qui a gardé son secret pendant 35 ans. Pour certains, ce n'est que la météo, mais pour d'autres, c'est quelque chose qui ressemble à la justice.